pendant 34 ans, ma famille m'a exclu de la carte de Noël. À la fête de mon frère, ils m'ont présenté comme « juste une parente ». Puis la mariée m'a pointé du doigt, c'est la chirurgienne qui m'a sauvé la vie. J'avais passé 9 heures à reconstruire son cœur. Mon propre père n'a jamais su que j'étais devenue chirurgienne traumatologue. Je m'appelle Simone Aldridge et pendant 34 ans, j'ai été l'enfant que ma famille a exclu de la carte de Noël familiale. Alors, je veux que vous imaginiez une salle de bal, des orchidées blanches sur chaque table, un trio à cordes dans le coin, 150 des personnes les plus importantes que mon père ait jamais réussi à réunir dans une seule pièce. Toutes tenant du champagne. Elles étaient trop polies pour le boire réellement. Je me tenais près du fond dans une simple robe anthracite, tenant un verre d'eau pétillante, essayant d'être la chose pour laquelle on m'avait entraîné toute ma vie, c'est-à-dire invisible. Et puis, une femme dans une robe de soie crème, la mariée de la soirée, la femme sur le point d'épouser mon jeune frère, s'est détachée de sa propre fête de fiançailles, a traversé toute la salle et s'est arrêtée juste en face de moi. Elle ne regardait pas mon visage. Elle regardait mon poignet, la montre d'occasion bon marché que je porte tous les jours depuis 16 ans. Et d'une voix tremblante, elle a dit « Je connais cette montre. Vous êtes la chirurgienne. C'est vous qui m'avez sauvé la vie. J'ai besoin que vous réfléchissiez à cela une seconde, car elle avait raison, et parce que personne dans ma famille n'en avait la moindre idée. Si vous avez déjà été celui que personne n'a applaudi, restez avec moi, car c'est la nuit où la salle a finalement changé de camp. C'est la seule chose que je vous demanderai. Maintenant, laissez-moi vous ramener en arrière, car pour comprendre pourquoi une inconnue en robe de mariée connaissait mieux ma montre que mon propre père ne connaissait mon métier, je dois commencer à une table de dîner dans une ville appelée Lake Forest, en Illinois, le soir de mes 18 ans. Lake Forest est le genre de banlieue au nord de Chicago où les pelouses sont tondues en bande diagonale et où les secrets sont tondus avec encore plus de soin. Nous vivions au bout tranquille d'une impasse, une maison coloniale en briques, un garage pour 2 voitures, une rangée d'hortensias que ma mère taillait tous les dimanches après l'église. Mon père, Walter Aldridge, a passé 30 ans à gravir les échelons d'une banque commerciale jusqu'à devenir vice-président senior avec un bureau d'anglais et une montre qui coûtait plus cher que ma première année d'université n'aurait coûté. Une Patek Philippe. Il l'a achetée la semaine de sa promotion et il tournait son poignet d'une manière particulière quand il voulait que vous la remarquiez, ce qui était toujours le cas. Cette montre était toute sa philosophie attachée à son bras. Elle disait, le travail acharné paie pour le bon type de personne. J'ai appris très tôt que je n'étais pas le bon type de personne. Il y avait des règles dans notre maison, et personne ne les a jamais écrites, car celles qui sont les plus profondes ne le sont jamais. Mon frère Grant avait 4 ans de moins que moi, et Grant était déposé à l'école dans la Mercedes noire de mon père. Je prenais le bus. Quand les notes de Grant ont baissé en 4e, un tuteur est apparu à notre table de cuisine 2 fois par semaine. Quand j'ai demandé de l'aide en calcul, mon père m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture et a dit « Tu n'as pas besoin de ça. Une fille a juste besoin de réussir ses examens. » Les matchs de baseball de Grant étaient marqués sur le calendrier de la cuisine de la propre main de mon père. Mes banquets académiques n'étaient marqués nulle part. Ma mère est venue à l'un d'eux. Mon père n'est venu à aucun. Et ma mère, Carole, douce et pleine d'excuses, lissant toujours la serviette sur ses genoux, me tapotait la main chaque fois que j'osais demander pourquoi, et disait, « Ton père t'aime, ma chérie. Il essaie seulement de te protéger. » Me protéger de quoi? Me demandais-je. Il m'a fallu des années pour comprendre la réponse. Il me protégeait d'un avenir où je pourrais avoir besoin de quelque chose qu'il avait déjà décidé que je n'aurais jamais le droit d'avoir. Laissez-moi vous donner un souvenir, car il en vaut 1000. Quand j'étais en 5e, j'ai gagné la foire scientifique régionale avec un projet sur la façon dont le froid ralentit le cœur humain, que j'ai construit sur notre table de cuisine avec des livres de la bibliothèque et un thermomètre emprunté. Première place sur 200 enfants, un ruban bleu, une petite médaille en laiton et une poignée de main d'un homme de l'université. J'ai couru tout le chemin depuis l'arrêt de bus pour le dire à mon père. Il était dans son bureau avec un verre de scotch et une pile de rapports bancaires, il a jeté un coup d'œil à la médaille dans ma main et a dit « C'est bien. As-tu démarré le lave-vaisselle ?» Ce même printemps, l'équipe de Thibault de Grant a terminé bonne dernière de la ligue, et mon père a acheté une vitrine pour le trophée de participation et l'a montée dans le hall d'entrée où chaque invité le verrait. Ma médaille a vécu au fond de mon tiroir à chaussettes pendant 16 ans. Je ne vous dis pas cela pour la sympathie. Je vous le dis parce qu'un enfant apprend très tôt le taux de change d'une maison,
apprend exactement ce que vaut son effort dans la seule monnaie qui compte, c'est-à-dire l'attention, et j'avais appris à l'âge de 12 ans que le mien ne valait presque rien. La nuit où tout a finalement éclaté, ma mère a fait un rôti de bœuf. Elle ne faisait de rôti que pour les grandes occasions, et je m'étais bêtement laissé croire que j'étais l'occasion. Je venais de recevoir ma lettre d'acceptation de l'Université de l'Illinois avec une bourse partielle, du genre qui couvre la plupart des frais, mais laisse environ 18 000 $ par an à trouver par soi-même. J'ai aplati cette lettre sur la table à côté de la saucière. Et j'ai dit, j'ai été accepté et j'ai une bourse. J'ai juste besoin d'aide pour le reste. Mon père a pris la lettre. Il ne l'a pas lue. Il a jeté un coup d'œil à l'écusson en haut, comme on jette un coup d'œil à du courrier indésirable, l'a posé à côté de son assiette, a fait tourner son scotch et a dit, « Cet argent est mis de côté pour ton frère. Grant aura besoin d'une vraie carrière un jour. Il aura une famille à nourrir. Toi. » Il m'a enfin regardé. « Tu as juste besoin de te trouver un bon mari. » De l'autre côté de la table, Grant, 14 ans, était penché sur son téléphone et n'a pas levé les yeux, il n'a pas dit un mot, et ma mère non plus. Le silence dans cette salle à manger était la chose la plus assourdissante que j'ai jamais entendue, et pourtant je me suis tenu dans des salles d'opération quand les moniteurs s'éteignent. J'ai replié la lettre le long de ses plis, l'ai glissée dans ma poche et j'ai dit la seule chose qu'il me restait, « D'accord. » Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré dans mon oreiller. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et avant minuit, j'avais postulé à 3 emplois à temps partiel près du campus, car quelque part entre la sauce et le « d'accord », j'avais pris une décision qui a organisé les 16 années suivantes de ma vie. Je ne demanderai plus jamais rien à cet homme, et je ne l'ai jamais fait. Gardez cette promesse à l'esprit, car c'est la charnière sur laquelle toute l'histoire pivote. L'université a été un tourbillon d'alarme à 5 heures du matin et de café refroidi dans mon sac à dos. L'emploi a été le service du petit déjeuner dans un restaurant près du campus, à servir du café aux infirmières de nuit et aux chauffeurs de longue distance avant de sprinter en chimie organique avec encore de la graisse de bacon sur ma manche. L'emploi 2 était la réception de la bibliothèque scientifique où j'ai appris à lire un manuel en 90 morceaux entre 2 prêts de livres à d'autres personnes. L'emploi 3 était le tutorat le week-end, pour des lycéens qui avaient besoin d'aide dans les matières exactes pour lesquelles mon père avait refusé de payer un tuteur quand j'avais leur âge. J'ai dormi en moyenne 5 heures par nuit pendant 4 ans. Il y a eu un hiver où j'ai vécu pendant 2 mois de bagel de la veille que le restaurant aurait jeté et de flocons d'avoine que je cuisais dans une cafetière parce que mon appartement n'avait pas de vraie cuisinière. Il y avait un habitué au comptoir, un homme dans un beau manteau qui a claqué des doigts vers moi un matin quand ses œufs tardaient et a dit « C'est pour ça que les filles comme vous n'arrivent jamais à rien. » Et j'ai souri, j'ai rempli son café, je suis allé dans la chambre froide et j'ai pleuré pendant exactement 90 secondes, puis je suis ressorti parce que je ne pouvais pas me permettre de perdre mon service. Il y a eu une nuit vers la fin de ma 2e année où je me suis assise par terre dans cet appartement avec ma facture de scolarité dans une main et 11 $ sur mon compte en banque, et j'ai sincèrement fait le calcul d'arrêter, de rentrer à la maison. De devenir la petite chose que mon père avait déjà décidé que j'étais. Ce qui m'a arrêté, ce n'était pas la fierté. C'était une professeure de chimie, une femme discrète qui m'avait remarqué m'endormir au premier rang et m'avait demandé pourquoi. Et quand je lui ai dit la vérité, elle n'a rien dit de doux. Elle m'a écrit une recommandation pour un poste rémunéré dans son laboratoire de recherche. Et en bas, là où elle pensait que je ne le verrais pas, elle avait écrit « Celle-ci surpassera par son travail tous les avantages qu'on ne lui a jamais donnés. » J'ai scotché cette phrase au-dessus de mon bureau et je l'ai regardée chaque matin pendant 2 ans. Je ne suis pas rentré à la maison pour les vacances. J'ai dit à ma mère que j'avais des services supplémentaires, ce qui était vrai. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que je ne pouvais pas m'asseoir à cette table et regarder Grant déballer des cadeaux achetés avec l'argent qui aurait changé toute la forme de ma vie. J'ai porté la même paire de baskets pendant 2 ans et demi. Et quand la semelle s'est décollée de la pointe, je l'ai recollée et j'ai continué à marcher. Et ces chaussures m'ont porté sur une estrade de remise des diplômes où j'ai terminé tout en haut de ma classe avec une moyenne de 3,96. J'ai envoyé une invitation à mes parents. Ma mère m'a répondu par SMS qu'elle était très fière, mais que Grant avait un tournoi ce week-end-là et que nous fêterions ça quand je rentrerai à la maison. J'ai traversé cette estrade seule. Et après, dans l'auditorium qui se vidait, une femme de l'équipe de nettoyage qui empilait des chaises m'a regardé dans ma toge et a dit « Félicitations, ma chérie. Tu l'as fait. » Elle a été la seule personne à me le dire à voix haute ce jour-là, et je n'ai jamais oublié son visage. Puis j'ai fait une chose pour moi.
Je suis entré dans une boutique de prêteurs sur gage à 2 rue du campus et j'ai acheté une montre d'occasion, une simple chose en acier avec un bracelet en cuir usé, pour moins que le prix d'un manuel. Ce n'était pas une Patek Philippe. Elle n'attirerait jamais la lumière dans une salle de bal, mais j'ai demandé à l'homme derrière le comptoir d'ouvrir le dos, et j'ai fait graver 3 mots à l'intérieur du boîtier, là où seul moi les verrai jamais, ces heures sont miennes. Parce que c'était la seule chose que personne ne pouvait me prendre. Ni l'argent, ni le crédit, ni la place à table. Les heures pour lesquelles j'avais saigné étaient miennes. Chaque chaussure recollée et chaque tasse de café froid, tout à moi. Je porte cette montre tous les jours depuis. Souvenez-vous-en. Elle va traverser une salle de bal un jour et reconnaître un visage avant moi. J'ai postulé à 12 facultés de médecine et 3 ont dit oui. Et j'ai choisi le centre médical de l'université de Carrington à Chicago. Non pas parce que c'était le plus célèbre, bien qu'il soit sur toutes les listes, mais parce qu'il offrait le plus d'aide, les prêts, les bourses et le travail-études que je pouvais assembler en quelque chose de solide. 4 ans de médecine, 5 ans de résidence, 2 de plus de spécialisation. J'ai choisi la chirurgie traumatologique et les soins aigus, la spécialité que la plupart des gens fuient. Celle où les patients arrivent à 2 heures du matin déjà mourants et où personne ne peut programmer le pire jour de sa vie. Mes collègues ont fait un burn-out autour de moi et sont passés à des cliniques avec des horaires de jour. Je suis resté, non pas pour prouver quoi que ce soit à Walter Aldridge, mais parce que la première fois que j'ai senti un cœur arrêter frémir et reprendre son rythme sous mes propres mains, j'ai compris, de la même manière qu'on comprend son propre nom, que c'était exactement la chose pour laquelle j'avais été faite. À l'âge de 34 ans, j'étais chirurgienne traumatologue titulaire, certifiée, publiée, l'une des rares femmes à diriger une salle de traumatologie dans l'un des hôpitaux les plus fréquentés du Midwest. Et voici la partie sur laquelle les gens m'arrêtent toujours pour poser des questions. Laissez-moi donc y répondre avant que vous ne le fassiez. Comment ma famille ne le savait-elle pas? Ma mère savait que je travaillais dans un hôpital, vaguement, comme on sait qu'un cousin vit quelque part dans l'Ouest. Mon père ne savait rien, car il avait décidé de ce que j'étais à cette table de salle à manger quand j'avais 18 ans et n'avait jamais mis à jour le dossier. Mais c'était plus délibéré qu'une simple ignorance. Je publiais sous mon nom complet, Simone Margaret Aldridge, et en ville, j'étais juste le docteur Aldridge dans un hôpital où mon père, qui mesurait le monde en country club et en conseil d'administration de banque, n'avait aucune raison d'entrer. 2 fois à ma connaissance, la vérité lui est passée juste sous le nez. Un homme de son club lui a dit un jour, « Je crois que votre fille a opéré mon beau-frère, une vraie chirurgienne, celle-là. » Et mon père a ri et a dit, « Ça doit être un autre Aldridge. » Sa fille n'a jamais rien fini de sérieux. Il n'a pas enquêté. Pourquoi l'aurait-il fait? Un homme ne va pas chercher la preuve que l'histoire qu'il raconte depuis 16 ans est un mensonge. Il continue juste de la raconter plus fort, lors des fêtes, dans un microphone, devant 150 personnes. Ce qui nous ramène vers cette salle de bal. Mais d'abord, l'appel téléphonique. C'était un mardi, presque 22 heures, quand le nom de ma mère s'est allumé sur mon téléphone. Elle n'appelait tard que lorsque mon père dormait, et elle pouvait parler sans qu'il entende la forme de sa propre voix. « Simone, ma chérie » a-t-elle murmuré. « J'ai des nouvelles. Grant est fiancé. » J'ai posé le dossier que je révisais. « C'est merveilleux, ai-je dit. » « Dis-lui félicitations. »« Il va y avoir une fête » a-t-elle poursuivi. « Une grande, au Glenmore Country Club. Ton père veut que tout le monde soit là. 150 personnes, tous ses amis de la banque et ses amis du golf. » Je connaissais Glenmore. L'adhésion coûtait $60 000 par an. Le genre d'endroit où une poignée de main près du 18e trou valait plus qu'un contrat. « Tu peux venir » a-t-elle dit, puis elle a hésité de la manière que j'avais entendue toute ma vie. « Mais ton père, il ne veut pas qu'on te présente comme une médecin ou qu'on fasse tout un plat. Il a dit que tu devrais juste venir en tant que sœur de Grant. Restez simple. Restez simple. Ne pas éclipser le Golden Boy. M'a-t-il envoyé une invitation, ai-je demandé, et le silence au bout du fil m'a tout dit. C'était plus simple comme ça, a-t-elle finalement dit. Tu sais comment il est. Je savais exactement comment il était. J'aurais dû dire non. La partie intelligente de moi, la partie qui avait passé 16 ans à construire une vie qui n'avait besoin d'aucune brique de cette famille, voulait dire non. Mais il y a une autre partie, une partie plus jeune,
qui garde toujours une lettre d'acceptation pliée dans sa poche. Et cette partie avait besoin d'entrer dans cette pièce une fois, sur ses 2 pieds. Alors j'ai dit que je serais là, et ma mère a expiré, soulagée, et a ajouté une dernière chose doucement, de la manière dont on demande à un enfant de bien se comporter. Ne porte rien de trop voyant, d'accord? Grant est la star ce soir-là. Bien sûr, maman, ai-je dit, Grant est toujours la star. Puis j'ai raccroché et je suis resté longtemps dans ma cuisine sombre, sans avoir la moindre idée que j'allais entrer dans la même pièce qu'une patiente que je n'avais pas vue depuis 4 ans. J'ai pris une voiture pour aller au club, pour que personne ne me pose de questions sur la mienne. Je portais une robe marine, simple, discrète, rien qui n'attirait le regard, et la seule chose sur moi qui avait une histoire était cette montre en acier à mon poignet droit. À la porte, un agent de sécurité en blazer a passé son doigt sur son presse-papier, a froncé les sourcils, puis l'a repassé. « Je ne trouve pas de Simone Aldridge », a-t-il dit. Bien sûr qu'il ne la trouvait pas. J'ai appelé ma mère, et 2 sonneries plus tard, elle est apparue, troublée, et m'a fait signe de passer. « Elle est avec moi », lui a-t-elle dit. « C'est de la famille. » Famille. Les mots étaient comme une pièce de monnaie dans ma bouche. À l'intérieur, la salle de bal scintillait exactement comme je l'avais imaginé, cristal, orchidée et 150 sourires de circonstance. Mon père se tenait près de l'entrée, saluant la foule avec une poignée de main de politicien, et quand il m'a vu, son visage a vacillé une demi-seconde avant de se figer dans une expression froide et officielle. Il a hoché la tête une fois. Pas de câlin, pas de bonjour, juste un hochement de tête, du genre qu'on donne à un entrepreneur. Un homme à côté de lui a demandé, « Walter, qui est-ce » Et mon père a dit, aussi lisse qu'une plaidoirie finale, « Oh, juste une parente. » Je suis passé devant lui en direction du bar. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti pour la première fois qu'elle me regardait, une femme en robe crème de l'autre côté de la pièce, fixant non pas mon visage, mais mon poignet, ma montre, avec une expression que je ne pouvais pas encore déchiffrer. À 20h, la musique s'est adoucie et un projecteur a éclairé une petite scène à l'avant de la pièce, et mon père est monté au micro, son champagne dans une main et sa Patek captant la lumière sur son poignet. « Mesdames et messieurs », a-t-il commencé de sa voix de baryton chaude et facile d'homme qui a passé des décennies à commander des salles. « Merci de vous joindre à nous pour célébrer une occasion très spéciale. » La salle est devenue silencieuse. 150 visages se sont tournés vers lui. « Ce soir, a-t-il dit, nous honorons mon fils Grant, la fierté de la famille Aldridge, notre seul enfant qui a réussi. » Les mots ont atterri dans ma poitrine comme un coup de poing. Notre seul enfant qui a réussi. Je suis resté figé près du fond, l'eau pétillante se réchauffant dans ma main, pendant que mon père continuait sur le fait que Grant était à quelques semaines de rejoindre l'un des plus beaux cabinets d'avocats de la ville. Comment Grant représentait tout ce en quoi la famille croyait, le travail acharné, l'ambition et le courage de viser l'excellence. Les applaudissements ont parcouru la salle. Grant se tenait près de la scène, rayonnant, serrant la main de gens qui ne connaissaient pas la première chose vraie à son sujet. Et près de moi, une femme s'est penchée vers son mari et a chuchoté, « N'est-ce pas sa fille, l'aînée » Et le mari a chuchoté en retour, « Je pensais qu'il n'y avait que le fils. » C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris la différence entre être ignoré et être effacé. Mon père ne m'avait pas oublié. Il m'avait supprimé exprès, devant tous ceux avec qui j'avais grandi. J'ai posé mon verre sur une table, mes mains plus stables que ce à quoi je m'attendais, et je me suis tourné vers la sortie. Mais quelqu'un traversait déjà la salle vers moi, rapidement et avec assurance, et c'était la mariée. De près, elle était ravissante. Comme les mariées sont toujours ravissantes, illuminées de l'intérieur, enveloppées de soie crème qui coûtait probablement plus que mes 3 premiers mois de loyer en médecine. Mais ce n'est pas la robe qui m'a arrêté. C'était la façon dont ses yeux étaient fixés sur mon poignet. « Excusez-moi », a-t-elle dit, presque à bout de souffle. « Je suis vraiment désolé de vous déranger. Travaillez-vous à Carrington ?» Mon cœur a fait quelque chose d'étrange et de lent. « Oui », ai-je dit prudemment. « Je travaille là-bas. »« Êtes-vous » a-t-elle dit, et sa voix s'est étranglée. « Êtes-vous chirurgienne ?» Et toute la salle de bal lumineuse a semblé s'évanouir. Le cliquetis des verres, le quatuor à cordes et les bavardages murmurés se dissolvant en rien, car en la regardant vraiment, 4 ans se sont effacés de son visage et je me suis soudainement retrouvé au-dessus d'une table d'opération à 2 heures du matin. Les mains dans la poitrine d'une jeune femme mourante,
et j'ai su exactement qui elle était. Talia, ai-je dit. Le nom est remonté de quelque part de profond. Talia Brox. Sa main a volé à sa bouche et ses yeux se sont remplis de larmes. C'est vous, a-t-elle murmuré. Oh mon Dieu, c'est vraiment vous. Et avant que je puisse dire un autre mot, mon frère est apparu à son coude, son sourire crispé de confusion. Chérie, a-t-il dit, que se passe-t-il? Il l'a regardé, puis moi, puis de nouveau elle. Vous vous connaissez? Talia s'est tournée lentement vers lui. Grant, a-t-elle dit, tu ne m'as jamais dit que ta sœur était chirurgienne. La mâchoire de mon frère s'est crispée, et je l'ai vu faire ce qu'il avait fait toute sa vie, le petit calcul rapide derrière les yeux, la recherche de la version de la vérité qui le servait le mieux. Elle travaille dans un hôpital, a-t-il dit rapidement. Un truc administratif. Talia l'a dévisagé. Puis elle m'a dévisagé. Administratif, a-t-elle répété très lentement. Grant, cette femme m'a ouvert la poitrine et a reconstruit mon cœur. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Le visage de Grant est passé par 3 expressions en 2 secondes, la confusion, puis la panique, puis un sourire cassant qui n'a jamais atteint ses yeux. Chérie, a-t-il dit, ne faisons pas de scène. Il y a des gens que je veux que tu rencontres, Monsieur Aurin de l'ancienne division de papa est là. Et Talia a retiré son bras de sa main. As-tu entendu ce que je viens de dire, a-t-elle demandé. Je t'ai entendu, a-t-il dit. Et c'est super, vraiment, mais on pourra rattraper le temps perdu avec Simone plus tard. Il m'a lancé un regard que je n'avais pas vu depuis 20 ans. Le regard exact qu'il me lançait quand nous étions enfants et que je rapportais accidentellement un meilleur bulletin que le sien. N'est-ce pas, sœurette, a-t-il dit. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé, car j'avais appris au fil de nombreuses années que le silence est une sorte de preuve en soi. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que ta sœur était chirurgienne, a insisté Talia, et Grant a bafouillé. Elle ne l'est pas. Je veux dire, si. C'est compliqué. Notre famille est compliquée. Pouvons-nous juste profiter de la soirée? Et les personnes les plus proches de nous avaient commencé à se tourner, comme une foule se tourne vers le premier bruit de verre brisé. Laissez-moi vous ramener à la nuit où j'ai rencontré Talia Brox, car elle ne connaissait pas mon nom alors, et je ne savais pas qu'un jour je me tiendrais dans une salle de bal pendant qu'elle défendrait toute ma vie. 4 ans plus tôt, un peu après 2 heures du matin, une section d'échafaudage d'un chantier de construction du centre-ville s'était détachée du côté d'un immeuble et était tombée sur la terrasse d'un café en dessous. Et les ambulances nous ont amené ce qui restait d'une foule de dîneurs du mardi soir. L'une d'entre elles était une femme de 24 ans avec la poitrine écrasée, un volet costal s'enfonçant à chaque respiration qu'elle ne pouvait pas tout à fait prendre, saignant dans l'espace autour de son cœur plus vite que nous ne pouvions le lui rendre. Sa tension artérielle était une rumeur. Le résident à côté de moi a dit très doucement la chose que les résidents disent quand ils ont déjà abandonné. Et je lui ai dit que nous ne ferions pas ça ce soir-là. Et nous lui avons ouvert la poitrine juste là. 9 heures. 9 heures a trouvé un saignement, puis le suivant. L'anesthésiste annonçant des chiffres qui tentaient sans cesse de s'aplatir, mes propres mains se crispant et refusant de s'arrêter. Je n'ai pas connu son nom avant qu'une infirmière ne trouve son sac à main. Je ne savais pas qu'elle avait une mère sanglotant dans la salle d'attente avant de sortir à l'aube pour dire à cette mère que sa fille était, contre toute attente raisonnable, toujours en vie. Et quand Talia s'est finalement réveillée dans l'unité de soins intensifs 2 jours plus tard, effrayée, intubée et incapable de parler, la première chose sur laquelle ses yeux se sont fixés a été mon poignet, car je prenais son pouls et ma montre était juste là, dans son champ de vision. Elle m'a dit bien plus tard que pendant toute la semaine brumeuse de sa convalescence, cette montre en acier éraflé était le seul point fixe dans un monde qui ne cessait de glisser, et qu'un après-midi, quand elle a enfin pu parler, elle avait croassé une question sur la gravure qu'elle pouvait voir sur le bracelet. J'avais tourné le dos du boîtier vers elle et je l'avais laissé lire, « Ces heures sont miennes ». Je lui ai dit qu'elles étaient aussi les siennes maintenant. Puis j'ai été transféré à une autre rotation et elle est rentrée chez elle pour guérir. Et 4 ans ont passé, et aucune de nous n'imaginait que la montre nous présenterait à nouveau. Mais elle l'avait fait. Elle avait traversé une salle de bal et l'avait trouvée avant même que je comprenne qu'elle était dans la pièce. Et maintenant, elle se tenait à la fête de fiançailles de mon frère, regardant l'homme qu'elle était censée épouser, lui demandant pourquoi il avait caché la femme qui lui avait sauvé la vie. De retour dans la salle de bal, la voix de Grant était tombée à un sifflement. « Simone, peux-tu juste partir »
a-t-il dit. C'est ma soirée. Tu as déjà causé assez de problèmes rien qu'en entrant ici. J'ai senti la vieille piqûre, le réflexe que j'avais passé 20 ans à poncer, l'envie de me ratatiner, de m'excuser et de me fondre dans le papier peint. Je ne cause rien, Grant, ai-je dit. Je suis juste là. Et c'est à ce moment-là que mon père est arrivé, comme il arrivait toujours, avec un sixième sens pour toute perturbation à la surface de sa soirée soigneusement orchestrée. Que se passe-t-il ici? A-t-il dit, d'une voix basse et contrôlée, la veine de sa tempe déjà visible. Rien, papa, a sauté Grant. Simone était sur le point de partir. Non, ce n'est pas vrai, ai-je dit. Les yeux de mon père se sont tournés vers Talia, puis vers le petit cercle d'invités qui avait cessé de faire semblant de ne pas écouter, et il a pris une décision que je pense qu'il avait prise 1 millier de fois sans jamais en sentir le poids. Simone, a-t-il dit, mon nom dans sa bouche comme un problème sur un bilan. Ce sont les fiançailles de ton frère. Si tu ne vas pas être solidaire, il vaut peut-être mieux que tu partes. Un de ses amis du golf, un homme aux cheveux argentés nommé Gordon, s'est raclé la gorge et a dit, Walter, je ne savais pas que tu avais une fille. Tu ne l'as jamais mentionné. Et mon père a souri, un sourire crispé, et a dit, nous sommes une famille discrète, George. Simone a choisi un chemin différent. Elle est très indépendante. Puis, assez doucement pour que seul le cercle le plus proche puisse l'entendre, mais assez fort pour s'assurer qu'il l'entendait, il a ajouté, certains enfants veulent faire partie de la famille. D'autres n'ont pas vraiment grand-chose à apporter. L'air autour de moi est devenu froid et très clair. 16 ans. 16 ans d'opération de 9 heures, de retour à la maison à l'aube et de sans mère dans sa salle d'attente. Et en 3 phrases, mon père avait réduit tout cela à néant devant les seules personnes dont l'opinion lui avait jamais importé. Et j'ai senti la chaleur monter dans mon cou. Et j'ai senti le vieux programme s'activer, se ratatiner, s'excuser, disparaître. Et pour la première fois de ma vie, j'ai simplement, délibérément, refusé d'obéir. J'ai pris une profonde inspiration, celle que je prends avant la première incision, quand la salle est bruyante, que le patient est en train de s'effondrer et que la seule chose utile au monde est une main stable. Je ne pars pas, papa, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Pardon? Je suis venu fêter mon frère. Je vais rester, je vais boire un verre d'eau et je vais féliciter les heureux fiancés, car c'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? Son visage a rougi d'un rouge profond et dangereux. Tu n'as pas à reconnaître mon existence, papa, ai-je dit calmement. J'y suis habitué. Mais je ne vais pas quitter une pièce simplement parce que mon existence te met mal à l'aise. Et puis je me suis retourné et j'ai marché jusqu'au bar, mes talons stables sur le marbre, et j'ai commandé une eau pétillante avec du citron vert. Et j'ai laissé la fête continuer autour de moi. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré dans ma pochette. Un SMS d'un ancien colocataire de l'université, Youssef. Un nom d'une vie qui n'avait rien à voir avec cette pièce. Il disait, question bizarre, mais ton frère s'appelle Grant? Je demande parce que je suis presque sûr que je viens de lui acheter une voiture la semaine dernière chez le concessionnaire Lakeshore Auto à Skokie. Un vrai vendeur agressif. Je pensais qu'il était censé être un avocat de renom. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai lu une 3e fois, car dans mon travail, on apprend qu'une source est une rumeur et que 2 sources sont un schéma, et qu'on n'opère pas tant qu'on n'est pas sûr. Mon père s'était tenu sur cette scène 10 minutes plus tôt et avait dit à 150 personnes que Grant était à quelques semaines de rejoindre l'un des plus beaux cabinets d'avocats de la ville. Et Youssef venait de lui acheter une berline sur le plancher d'un concessionnaire. J'ai fait ce que toute ma carrière m'a appris à faire, c'est-à-dire confirmer avant d'agir. J'ai ouvert la recherche de licence publique de l'association du barreau de l'État, celle que tout le monde peut consulter, et j'ai tapé le nom complet de mon frère. Aucune licence active, aucune trace d'admission, aucune demande en attente. Puis j'ai cherché son nom avec le mot « avocat » et le mot « cabinet ». Et ce qui est ressorti n'était pas du tout un cabinet d'avocats. C'était un profil sur un site de réseautage professionnel, datant de 2 ans, qui indiquait Grant Aldridge comme associé principal des ventes au Lakeshore Auto Group. Pas de diplôme de droit terminé, pas de numéro de barreau, pas de futur associé dans un beau cabinet. Pendant 2 ans, mon frère avait vendu des voitures à la commission et avait laissé notre père annoncer au country club qu'un avocat allait bientôt rejoindre la famille. Mon père avait dépensé plus de 220 000 $ pour une formation en droit que mon frère avait tranquillement abandonnée, et personne à cette fête, y compris la femme en robe crème sur le point de l'épouser,
n'en avait la moindre idée. J'ai glissé mon téléphone dans ma pochette. Je veux être très clair sur quelque chose, car c'est important pour moi. Ce n'était pas mon arme. Je ne suis pas venu à cette fête pour détruire qui que ce soit. Mais je n'allais pas non plus passer une nuit de plus de ma vie à protéger un mensonge que d'autres personnes avaient construit sur mon effacement. La vérité n'a pas besoin que vous l'utilisiez comme une arme. Elle a juste besoin que vous arrêtiez de lui faire obstacle. Talia m'a retrouvé près d'une haute table de cocktail drapée de lin blanc. Je suis désolé pour tout à l'heure, a-t-elle dit, un peu essoufflée. Ta mère n'arrêtait pas de me faire le tour pour rencontrer des gens. C'est ta fête, ai-je dit. C'est censé l'être, a-t-elle dit, puis doucement. Mais rien dans cette soirée ne me semble juste. J'ai regardé la ligne entre ses sourcils et j'ai pris une décision. Talia, ai-je dit, que sais-tu vraiment du travail de Grant? Elle a cligné des yeux. Il termine au cabinet, a-t-elle dit. Il va bientôt devenir associé. Il parle tout le temps de ses dossiers. Il se plaint de son associé directeur. C'est ce qu'il t'a dit, ai-je demandé. C'est ce qu'il dit à tout le monde, a-t-elle dit, et sa voix s'est amincie. Pourquoi? J'ai gardé ma voix aussi douce que je la garde dans la salle d'attente familiale. Un de mes amis a acheté une voiture à ton fiancé la semaine dernière, ai-je dit. Alors, j'ai vérifié les registres publics du barreau à l'instant sur mon téléphone, de la même manière que tu pourrais les vérifier toi-même en 30 secondes. Il n'y a pas de licence d'avocat à son nom. Il n'y en a jamais eu. Il travaille dans la vente de voitures depuis 2 ans. J'ai tourné mon téléphone pour qu'elle puisse voir l'écran, le registre vide du barreau, le profil de vente de 2 ans, car je n'allais pas lui demander de croire la sœur étrange à sa propre fête de fiançailles. La couleur a quitté son visage, comme elle quitte un patient. Ce n'est pas possible, a-t-elle murmuré. Il me montre son emploi du temps. Il parle de ses clients. Et puis quelque chose derrière ses yeux est devenu très immobile et elle a dit, oh mon Dieu, les heures. Il est toujours si vague sur ses allées et venues. Je pensais que c'était le cabinet. Je n'essaie pas de te blesser, ai-je dit. Je pense juste que tu mérites la vérité avant de promettre à cet homme le reste de ta vie. Talia est restée là un long moment, et je l'ai regardée cesser d'être une mariée et commencer à être la femme qui, 4 ans plus tôt, avait décidé sur une table d'opération qu'elle allait vivre. Puis elle a regardé de l'autre côté de la pièce vers Grant, riant de quelque chose que mon père avait dit. Les deux, éclairés par l'or des lustres, et elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il me ment depuis 2 ans. Je lui ai parlé de la pire nuit de ma vie. Je lui ai parlé de l'accident, de l'échafaudage, de l'opération, de tout. Et il ne m'a jamais dit une seule fois la vérité sur une seule journée ordinaire de sa vie. Elle s'est retournée vers moi. La montre à mon poignet a capté la lumière entre nous. Attendez, a-t-elle dit. Pouvons-nous revenir en arrière? La chirurgienne qui m'a sauvé. C'était vous? Ça a été vous tout ce temps? Oui, ai-je dit, et elle a pris une profonde inspiration. Et j'ai vu la décision arriver en elle, de la même manière qu'elle arrive chez les gens qui ont déjà fait une fois la paix avec la mort. Je dois dire quelque chose ce soir, a-t-elle dit. Pas pour le détruire, mais parce que je refuse de commencer un mariage en me tenant sur un mensonge. Resterez-vous? J'ai failli dire non. Je m'étais protégé pendant 16 ans, et tous mes instincts me disaient de filer par la porte de service avant que le bâtiment ne s'effondre. Mais j'ai regardé cette femme que j'avais déjà portée à travers une aube, et j'ai dit, je resterai. Le maître de cérémonie, un ami de mon père qui avait dirigé le programme de la soirée, a tapoté le micro. Mesdames et messieurs, a-t-il dit, notre belle future mariée, Talia Brox, aimerait dire quelques mots. Applaudissements polis. Talia a monté les 3 marches jusqu'à la petite scène, et sa robe crème a capté la lumière, et elle avait tout l'air de la fiancée parfaite, posée et radieuse, sauf que je pouvais voir ses mains trembler sur le micro, comme les miennes ne le font jamais. Mais les familles de mes patients le faisaient toujours. 150 visages se sont tournés vers elle. Mon père se tenait près du devant, rayonnant de la fierté de la possession. Grant s'est positionné au pied de la scène, prêt à la regarder avec admiration. Merci à tous d'être ici, a commencé Talia, sa voix claire et stable. Je suis si reconnaissante de célébrer avec la famille et les amis de Grant. Mon père a hoché la tête en signe d'approbation. Avant de parler de Grant, a-t-elle poursuivi, je veux partager quelque chose de personnel,
quelque chose qui a fait de moi ce que je suis, une vague de curiosité a parcouru la salle. Ce n'était pas le discours de remerciement qu'ils attendaient. Il y a 4 ans, a-t-elle dit, j'étais assise à la terrasse d'un café en centre-ville quand une section d'échafaudage s'est détachée du bâtiment au-dessus de moi et m'a écrasé la poitrine. Des halètements, les sons doux et sympathiques qu'une foule aimait. J'ai été transporté d'urgence à Carrington avec un volet costal et une hémorragie interne massive, a-t-elle dit. Et les médecins ont dit à ma mère que j'avais moins d'une chance sur 5 de voir le matin. Elle a laissé cela s'installer sur les orchidées et le champagne. Mais j'ai vu le matin, a-t-elle dit, parce qu'une chirurgienne a refusé d'abandonner et a travaillé sur moi pendant 9 heures toute la nuit. J'ai senti les yeux dans la pièce commencer à dériver. Les gens se regardant, sentant le tournant avant de le comprendre. Cette chirurgienne, a dit Talia, est dans cette salle ce soir. La salle de bal est devenue silencieuse. Son nom, a-t-elle dit, sa voix ne vacillant plus du tout maintenant, est Dr Simone Aldridge. C'est une chirurgienne traumatologue à Carrington, l'une des meilleures du pays. Et elle a pointé du doigt de l'autre côté de la pièce vers moi, et 150 têtes se sont tournées en même temps. Elle est aussi, a dit Talia, la sœur de Grant. Le silence s'est brisé en une centaine de chuchotements. Je suis resté figé à ma place près du bar, mon cœur battant la chamade tandis que Talia continuait. Je ne le savais pas jusqu'à ce soir, a-t-elle dit. Grant ne m'a jamais dit que sa sœur était chirurgienne. En fait, sa famille me l'a présenté il y a 1 heure comme quelqu'un qui fait du travail administratif dans un hôpital. Sa voix s'est affûtée jusqu'à un tranchant fin. Ce n'est pas vrai. Le docteur Aldridge n'est pas une administratrice. C'est la chirurgienne qui m'a rendu toute ma vie. Le visage de mon père s'était vidé de sa couleur, il était devenu blanc comme du papier. Grant avait l'air d'un homme cherchant une trappe dans le sol. Et ce qui me trouble, a poursuivi Talia, c'est qu'il y a un peu plus d'1 heure, Monsieur Aldridge s'est tenu sur cette même scène et a appelé Grant son seul enfant qui a réussi. Elle a laissé cela en suspens. J'aimerais sincèrement que quelqu'un m'explique comment une famille peut effacer la fille qui est devenue chirurgienne et célébrer le fils à la place. Je suis désolé, a-t-elle dit, s'adoucissant un instant. Je ne suis pas monté ici pour attaquer qui que ce soit. Je suis monté ici parce que j'ai failli mourir une fois, et depuis, je n'ai absolument plus aucune patience pour les mensonges. Puis elle m'a regardé, les yeux brillants, et elle a dit, Simone, voudriez-vous monter ici? J'aimerais que tout le monde dans cette salle rencontre la femme qui a rendu mon avenir possible. Tous les yeux dans la salle étaient sur moi, et j'avais exactement 2 choix. Les 2 mêmes que j'avais toujours eus, me ratatiner ou me tenir droite. J'ai choisi de me tenir droite. J'ai traversé la foule qui s'écartait, mes talons stables sur le marbre, les chuchotements me suivant comme une vague qui se brise. C'est la fille. Walter n'a jamais mentionné de fille. Une chirurgienne traumatologue à Carrington. Pourquoi diable cacherait-il ça? J'ai monté les marches et je me suis tenu à côté de Talia, et elle a tendu la main et a serré la mienne. Et puis, de quelque part dans la foule, la voix d'un homme a appelé mon nom comme une question. Dr Aldridge. Il s'est avancé, les cheveux argentés, un peu stupéfait, et il s'est présenté comme le collègue du docteur Eleanor Voss du Conseil régional de traumatologie, un homme qui s'était assis au 3e rang d'une salle de conférence le printemps précédent. J'ai entendu votre discours d'ouverture sur la réanimation de contrôle des dommages, a-t-il dit. Cela a changé la façon dont ma propre unité gère ces 10 premières minutes. Les murmures ont enflé. Alors, c'est votre fille, Walter, a-t-il dit en se tournant vers mon père. Et votre fils est celui qui a réussi. La bouche de mon père s'est ouverte et s'est refermée sans rien produire. Talia s'est penchée de nouveau vers le micro. Pour tous ceux qui ne le savent pas, a-t-elle dit, et apparemment, cela inclut la propre famille de Grant, le docteur Aldridge est certifié. Elle est publiée. Elle forme d'autres chirurgiens, et elle a sauvé plus de vies que toute cette salle de bal réunie, y compris la mienne. Elle s'est tournée vers mon père, qui se tenait enraciné près du devant, le visage un masque de fureur à peine contenu. Monsieur Aldridge, a-t-elle dit. Sans vouloir vous manquer de respect, mais je dois demander, pourquoi avez-vous dit à cette salle que Grant est votre seul enfant qui a réussi, alors que votre fille est juste ici? La salle a retenu son souffle. Ce n'est guère le moment, a réussi à dire mon père. Il me semble que c'est exactement le moment, a dit Talia calmement. Vous avez choisi de célébrer publiquement le succès de Grant,
reniflement alors pourquoi ne pouvons-nous pas reconnaître le sien? Et quelque part au fond de la salle, une personne a commencé à applaudir. Puis une autre, jusqu'à ce que la moitié de la salle de bal applaudisse. Pas pour mon père, pas pour Grant, mais pour moi, et je n'avais pas demandé un seul de ces applaudissements. La vérité avait simplement traversé la pièce et trouvé la lumière par elle-même, comme elle le fait toujours finalement. Talia m'a tendu le micro. Pendant un moment, je suis resté là, regardant une mer de visages, certains curieux, certains sympathiques, certains profondément mal à l'aise. J'aurais pu terrasser mon père là où il se tenait. J'aurais pu étaler chaque affront, chaque anniversaire qu'il a oublié, chaque match auquel il a assisté pour Grant et chaque banquet qu'il a manqué pour moi, chaque dollar qu'il a dépensé pour un fils qui a menti et refusé de dépenser pour une fille qui ne l'a pas fait. Mais ce n'était pas la femme que j'avais passé 16 ans à devenir. Merci, Talia, ai-je dit, ma voix aussi stable qu'elle l'est dans la salle de traumatologie. Et merci à vous tous pour votre aimable accueil. Je ne suis pas venu ici ce soir en m'attendant à tout ça. Je suis venu parce que Grant est mon frère, et je voulais lui souhaiter bonne chance. C'est tout. Les épaules de mon père se sont détendues d'une fraction, et je l'ai vu penser que j'allais reculer. Mais je ne vais pas me tenir ici et prétendre être quelque chose que je ne suis pas, ai-je dit, parce que j'en ai assez fait. Je ne suis pas une administratrice d'hôpital. Je ne suis pas juste une parente. Je suis une chirurgienne traumatologue. J'ai passé 16 ans à me former pour ce travail. Et j'ai payé chaque heure moi-même, avec 3 emplois, 4 ans de nuit de 5 heures et une paire de chaussures que j'ai recollées plus d'une fois. La salle était parfaitement silencieuse. Je ne vous dis pas cela pour me vanter, ai-je dit. Je vous le dis parce que la vérité compte, et Talia a raison à ce sujet. Il y a 4 ans, une jeune femme est entrée dans ma salle d'opération, plus morte que vive. Et j'ai passé 9 heures à refuser de la laisser partir. Et ce soir, elle s'est levée devant vous tous et a dit une vérité que ma propre famille n'aurait pas dite. J'ai regardé Talia. Le moins que je puisse faire est d'égaler son honnêteté. J'ai doucement reposé le micro sur son support. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci de m'avoir écouté. Et c'est à ce moment-là que mon frère a complètement perdu le contrôle. Grant est monté sur scène en trombe, le visage rouge, ses cheveux soigneusement coiffés se défaisant sur les bords. « Tu es sérieuse, là ?» a-t-il dit en attrapant le micro, sa voix craquant de rage. « C'est ma fête de fiançailles, et il fallait que tu la ramènes à toi, n'est-ce pas ?» Talia s'est avancée vers lui. « Grant, non. » Il a pointé un doigt vers moi. « Elle a toujours été comme ça, a-t-il dit à la salle. Toujours à essayer de prouver qu'elle est meilleure que moi. Toujours en compétition. Même ce soir, même la seule nuit qui est censée être la mienne, elle ne peut pas me la laisser. » Les invités se sont agités, mal à l'aise. Ce n'était pas le Grant charmant avec qui ils pensaient avoir bu. « Je n'ai rien fait, Grant, » ai-je dit doucement. Talia m'a posé une question et j'y ai répondu. Honnêtement. Il a ri, un son laid. Tu veux parler d'honnêteté? Parlons de la façon dont tu as abandonné cette famille, dont tu ne rentres jamais à la maison, dont tu agis comme si tu étais meilleur que nous tous. Grant, ai-je dit, et ma voix a tranché la sienne comme une lame nette tranche tout le reste. Quand avais-tu prévu de dire à tout le monde que tu avais échoué tes études de droit il y a 2 ans? La salle est devenue absolument silencieuse. Le visage de Grant s'est vidé de sa couleur. Quoi? A-t-il dit. Tu n'es pas à quelques semaines de devenir associé dans un beau cabinet, ai-je dit. Il n'y a pas de cabinet. Tu vends des voitures chez un concessionnaire à Skokie depuis 2 ans. Tu n'as jamais fini. Tu n'as jamais passé le barreau. Il n'y a pas de licence à ton nom et n'importe qui ici peut le vérifier sur son téléphone en moins de temps qu'il ne t'a fallu pour m'appeler une administratrice. J'ai fait une pause. Papa a dépensé plus de 220 000 $ pour un diplôme de droit et tu ne l'as même pas fini, et tu l'as laissé se tenir ici ce soir et mentir à ce sujet à 150 personnes. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Puis Talia s'est avancée et, lentement, délibérément, elle a retiré la bague de fiançailles de son doigt. Je ne t'ai demandé qu'une seule chose, Grant, a-t-elle dit. La toute première semaine où nous sommes sortis ensemble, je t'ai dit, s'il te plaît, quoi qu'il arrive, ne me mens jamais. Elle a placé la bague dans sa main tremblante. Tu me mens depuis le soir où nous nous sommes rencontrés. Et elle est descendue de la scène sans se retourner,
ses talons frappant le marbre avec un son comme une horloge qui s'arrête. Et Grant est resté seul sous le projecteur, tenant une bague que plus personne au monde ne voulait. Je veux être honnête avec vous sur ce que j'ai ressenti, car j'avais attendu quelque part au fond de moi pendant 16 ans un moment qui ressemblait à ça, et en regardant mon frère se tenir là, exposé, abandonné et petit, je ne me suis pas sentie victorieuse. Je me suis sentie fatiguée. 16 ans de silence et c'est ainsi qu'il s'est dépensé, dans une salle de bal de country club, autour d'un champagne tiède. La bague a glissé des doigts de Grant et a rebondi sur la scène avec un petit son pathétique, et personne ne s'est penché pour la ramasser. Puis mon père a monté les marches. Il se déplaçait lentement, comme un homme marchant vers sa propre condamnation, sa patek captant la lumière une dernière fois alors qu'il posait la main sur l'épaule de Grant. Nous discuterons de ça à la maison, a-t-il dit à voix basse, la veine martelant sa tempe. Tout le monde, s'il vous plaît, ne laissons pas un petit malentendu gâcher la soirée. Malentendu. Le médecin du conseil de traumatologie s'est avancé hors de la foule. Walter, a-t-il dit, votre fille est l'une des chirurgiennes traumatologues les plus respectées de la région. Je l'ai vue enseigner, et vous la présentez comme une administratrice. D'autres voix se sont jointes. Une marée basse d'entre elles, et la surface lisse et vieille de plusieurs décennies que mon père avait passé toute sa vie à polir a finalement commencé à se fissurer. Il s'est tourné vers moi et son visage affichait quelque chose que je n'y avais jamais vu. Pas de la colère, de la peur. Simone, a-t-il dit, ce n'est pas l'endroit. C'est toi qui en as fait l'endroit, papa, ai-je dit, quand tu t'es levé là-haut et que tu as appelé Grant ton seul enfant qui a réussi devant tous ceux avec qui j'ai grandi. J'essayais juste de protéger ton frère, a dit mon père, trébuchant sur les mots d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. Tu ne comprends pas la pression qu'il a subie. La pression? J'ai failli rire. Tu as payé toute son éducation. Tu as soutenu chaque choix qu'il a fait. Et quand il a échoué, tu l'as couvert et tu as appelé ça un malentendu. Je me suis approché, assez près pour que seul le devant de la salle puisse m'entendre. J'ai eu 3 emplois, ai-je dit. J'ai dormi 5 heures par nuit pendant 4 ans. J'ai gagné chaque chose que j'ai sans aucune aide de ta part. Pas $1. Et je ne te dis pas ça pour te faire ressentir quelque chose. J'ai arrêté d'attendre que tu ressentes quelque chose il y a longtemps. Il m'a dévisagé et, pour ce qui était peut-être la première fois de sa vie, Walter Aldridge n'avait rien à dire. Je ne te demande pas d'excuses, papa, ai-je dit. Mais j'en ai fini de te laisser m'effacer. Pas devant ces gens. Plus jamais. Et puis je me suis reculé du bord de la scène. Et ce qui était étrange, c'est que mes mains étaient parfaitement stables et que mon cœur avait ralenti jusqu'au calme, le rythme régulier qu'il trouve juste avant la partie la plus difficile d'une opération. Le rythme qui m'a porté à travers chaque pièce sombre où j'ai dû travailler. Dans tout le bruit, je n'avais pas remarqué ma mère s'approcher. Elle a monté les marches de la scène, ce que je n'avais jamais vu Carol Aldridge faire, car ma mère ne faisait pas de scène. Ma mère aplanissait les choses, gardait la paix et vous tapotait la main. Mais pas ce soir-là. Simone, a-t-elle dit, et je me suis retourné pour lui faire face. Son maquillage soigné avait commencé à couler, et ses yeux étaient rouges. Je suis tellement désolé, a-t-elle dit, et les mots sont restés en suspens entre nous. Je savais ce que tu étais devenu, a-t-elle poursuivi, la voix tremblante. J'ai suivi ta carrière de loin. J'ai lu tes recherches en ligne. J'ai vu l'annonce quand l'hôpital t'a nommé à la tête du service de traumatologie. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Alors pourquoi? Ai-je dit. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Parce que j'avais peur, a-t-elle murmuré. Peur de ton père. Peur d'admettre à voix haute que je l'avais laissé te faire ça pendant 16 ans. Tu avais 18 ans et je me suis assise à cette table et je l'ai laissé te dire que tu n'avais pas d'importance. Et je me suis dit que c'était plus simple. Elle pleurait maintenant. Et tu as dû devenir extraordinaire toute seule, malgré nous. Jamais grâce à nous. Et je n'ai jamais été plus fier de quelqu'un de ma vie. Et je ne te l'ai jamais dit en face. Je te le dis maintenant. Je suis si fier de toi, Simone. J'ai senti les larmes venir, les premières que je m'étais permises depuis très longtemps. Et je l'ai laissé me serrer dans une vraie étreinte, du genre que je n'avais pas ressenti depuis que j'étais une petite fille qui croyait encore que la femme qui la tenait se dresserait toujours entre elle et le froid. Derrière nous, mon père se tenait silencieux,
regardant tout son monde soigneusement construit s'effondrer en temps réel, et pour une fois dans sa vie, il n'avait pas un seul mot pour gérer la situation. Je ne suis pas resté beaucoup plus longtemps. La fête était terminée à tous points de vue, les invités se dirigeant déjà vers les portes en groupe discret et mal à l'aise. Grant avait disparu quelque part pour panser ses blessures. Talia m'a rattrapé près de la sortie et m'a serré fort dans ses bras. « Tu m'as sauvé 2 fois maintenant », a-t-elle dit. Et je lui ai dit non. La 2e fois, elle s'était sauvée elle-même. Elle avait choisi la vérité plutôt qu'un mensonge confortable. Et c'est une chose qu'aucun chirurgien ne peut faire pour personne. Elle a souri, les yeux humides, et m'a rappelé quelque chose que je lui avais dit 4 ans plus tôt dans l'unité de soins intensifs, quand elle avait peur et pouvait à peine parler. Le plus dur est passé, lui avais-je dit alors. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est vivre. Je crois que je comprends enfin ce que tu voulais dire, a-t-elle dit. Je suis sorti du Glenmore Country Club dans le frais et l'obscurité, passant devant le service de voiturier et la rangée de voitures allemandes parmi lesquelles mon père avait passé toute sa vie à vouloir être garé. Et j'ai appelé une voiture pour rentrer chez moi. Et pour la première fois en 16 ans, ma poitrine ne me serrait pas. J'ai touché la montre en acier usé à mon poignet, comme je le fais toujours, et j'ai pensé, ces heures sont miennes. Chacune d'entre elles. Miennes. Beaucoup de choses peuvent changer en une semaine. Talia a annulé les fiançailles pour de bon et m'a envoyé un message le lendemain matin que j'ai gardé. Merci de m'avoir dit la vérité, disait-il. Recommencer à zéro est terrifiant, mais c'est mieux que de passer ma vie dans un mensonge. Nous sommes restés en contact depuis. Elle est retournée voir le conseiller qui l'avait aidé après l'accident pour surmonter tout ce que l'épave de cette nuit avait ravivé. Et je pense qu'elle va s'en sortir, car les gens qui ont déjà choisi de vivre une fois ont tendance à continuer de le choisir. Grant a finalement tout avoué à mes parents. Le diplôme abandonné, le concessionnaire, les 2 ans de faux-semblants. Mon père, me dit ma mère, ne l'a pas bien pris. Il lui a coupé les vivres qu'il lui envoyait encore discrètement, la voiture de leasing, le condo du centre-ville, tout, jusqu'à ce que, comme il l'a dit, Grant ait un vrai projet. Ce qui est une chose remarquable à exiger d'un enfant quand vous lui avez fourni tous les projets qu'il a jamais eus, et n'avez rien exigé de l'autre, sinon qu'elle disparaisse. Grant m'a appelé environ 3 semaines après la fête. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait, et sa voix au téléphone était petite et dépouillée de tout son éclat d'antan. Le condo est parti, a-t-il dit. La voiture est partie. Personne au concessionnaire ne me regarde de la même manière depuis que la vidéo de la fête a circulé. Il a ri. Un rire mince et sans air. Et puis est venue la demande que j'avais sentie venir dès que j'ai vu son nom sur l'écran. Je me disais, a-t-il dit, que peut-être tu pourrais m'aider, juste un prêt. Ou tu connais des gens, tu pourrais mettre un mot, m'obtenir un entretien quelque part. La voilà. 16 ans à être présentée comme l'administratrice, comme, juste une parente. Et maintenant que la parente avait une main stable et un bon salaire, mon frère avait besoin de quelque chose de sa part. Grant, ai-je dit, et j'étais presque douce, ce qui nous a surpris tous les deux. Pendant toutes les années où nous avons vécu dans la même maison, t'es-tu déjà levé une seule fois pour moi? As-tu déjà dit à tes amis que j'étais ta sœur au lieu de laisser papa m'appeler indépendante comme si c'était une maladie? As-tu même, le mois dernier, avec un micro à la main, dit un seul mot vrai sur qui j'étais? Il est resté silencieux. Je ne savais pas que c'était si grave, a-t-il dit finalement. Tu savais, ai-je dit. Tu t'en fichais, c'est tout, parce que j'étais utile pour toi comme blague et comme ombre. Et maintenant que l'ombre a de l'argent, tu te souviens soudainement de mon numéro. Je ne vais pas te faire de prêt, Grant, lui ai-je dit. Non pas parce que je te déteste. Ce n'est pas le cas. Et ça m'a surprise aussi. Mais parce qu'un chèque de ma part ne ferait que t'acheter une autre année sans apprendre la seule chose que tu as réussi à éviter toute ta vie, c'est-à-dire que les autres sont réels. Voici la seule porte que je laisserai ouverte. Si tu fais le vrai travail, un travail honnête, une vraie prise de conscience de ce que tu as vu notre père me faire et que tu n'as jamais interrompu, alors avec le temps, lentement, nous pourrons construire quelque chose. Ça ira à la vitesse de la confiance, qui entre nous est très lente, mais ça ne passera jamais, jamais par mon compte en banque. Il pouvait franchir cette porte ou la claquer, lui ai-je dit, mais il n'avait pas le droit de la sortir de ses gonds. Puis j'ai raccroché, et ma main était stable,
et j'ai compris quelque chose que j'aurais aimé apprendre à 18 ans. Qu'une limite n'est pas un mur que vous construisez pour tenir les gens à l'écart. C'est une porte, et vous avez enfin le droit de décider qui la franchit. Le lundi après la fête, j'avais un double pontage prévu à 7 heures du matin. Et je veux que vous sachiez que je me suis préparé à temps, car la vie ne s'arrête pas pour vous laisser digérer le pire dîner de votre vie. J'ai fait mes incisions. J'ai trouvé les vaisseaux. J'ai passé 4 heures à faire la seule chose dont je n'ai jamais douté. Et quand le cœur de ce patient a repris son propre rythme sous les lumières, j'ai ressenti la même poussée que j'ai ressentie 1 millier de fois, la certitude calme et totale que c'est exactement pour cela que j'ai été faite. Peu importe ce que quiconque dans n'importe quel country club a jamais décidé. Je me changeais après quand mon téléphone a vibré dans mon casier. Un SMS d'un numéro que je n'avais pas enregistré. « C'est ton père », disait-il. « Pouvons-nous parler ?» Je suis resté là, tenant le téléphone pendant un long moment, plus longtemps que je ne veux l'admettre, tandis que 16 ans me remontaient à la gorge. Je n'ai pas répondu quelque chose de cruel. Je n'ai pas non plus répondu quelque chose de indulgent, car un pardon que vous accordez avant qu'une personne n'ait fait une seule chose pour le mériter n'est pas un pardon. C'est juste une nouvelle façon de disparaître. J'ai tapé 4 mots et j'ai remis le téléphone dans le casier. Quand tu seras prêt à écouter, je serai là. Il n'a pas encore répondu. Peut-être qu'il le fera. Peut-être qu'il ne le fera pas. J'ai cessé d'organiser ma vie autour de la question, et je ne peux pas vous dire à quel point une personne devient plus légère le jour où elle pose enfin ce poids particulier. Des semaines plus tard, j'ai pris un café avec une amie qui est thérapeute systémique familiale et je lui ai posé la question que je portais depuis 34 ans. Mon père est-il juste un homme cruel ? Ai-je dit. Elle a secoué la tête. Les gens sont rarement aussi simples, a-t-elle dit. Elle m'a dit que mon père avait très certainement grandi dans une maison où toute la valeur d'un homme était mesurée par la réussite masculine, où son père le mesurait de cette façon, et son père avant lui, une croyance transmise comme la montre dont il était si fier. Il n'a pas décidé de détester sa fille, a-t-elle dit. Il a hérité d'une histoire dans laquelle les filles étaient un coût et les fils un investissement. Et il n'a jamais pensé à la remettre en question, car la partie la plus triste, c'est que dans son propre esprit, il croyait vous protéger. Vous orientant vers un mari est loin d'une lutte qu'il pensait vous briserait. Cela ne l'excuse pas, ai-je dit. Non, a-t-elle convenu. Cela ne l'excuse pas, mais cela l'explique. Et comprendre pourquoi une blessure a été faite ne la guérit pas. Cela signifie simplement que vous pouvez enfin arrêter de vous demander ce qui n'allait pas chez vous. Parce que la réponse, depuis le début, était « rien ». Alors, voici ce que je veux vous laisser. La seule chose qu'il m'a fallu 3 emplois, 16 ans et une inconnue en robe de mariée pour enfin apprendre. Les personnes qui refusent de vous voir ne vous disent pas la vérité sur votre valeur. Elles ne vous disent que la vérité sur la taille de leur propre imagination. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous reconnaître. Vous ne pouvez que construire une vie si vraie et si entièrement vôtre que leur refus cesse d'être la chose qui la définit. J'ai passé trop d'années à attendre que mon père soit fier de moi, certaines qu'un diplôme de plus, une vie sauvée de plus, un nom de plus dans une revue le ferait enfin changer d'avis. Certaines personnes ne changent jamais d'avis. Ce n'est pas votre échec. C'est le leur. Si vous êtes celui qui est négligé, la fille qui était censée trouver un mari au lieu d'une vocation, l'enfant qui n'a jamais été tout à fait l'investissement, j'ai besoin que vous m'entendiez, car j'avais besoin que quelqu'un me le dise et personne ne l'a fait pendant bien trop longtemps. Vous n'êtes pas le second choix. Vous n'êtes pas l'ombre. Vous étiez assez depuis le début. Et les heures de votre vie, chaque heure difficile, vous appartiennent et à personne d'autre. Elles sont à vous. Alors, si une partie de cette histoire a trouvé la partie de vous qui attend encore au fond d'une pièce lumineuse qu'une seule personne se retourne, faites-moi la seule faveur que je vous ai demandé au début et dites-moi dans les commentaires le moment où vous avez arrêté de vous ratatiner. Ou celui pour lequel vous travaillez encore à trouver le courage. Je lis chaque commentaire, un par un. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Être vu comme ça par vous est la chose que j'ai attendue toute ma vie, et vous venez de me la donner.